apéro spécial draft 2022. Hello. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va nickel, franchement, une bonne grosse nuit là de sommeil, bien réparatrice. La meilleure nuit de l'année, hein, vraiment. J'ai passé l'âge moi pour ces conneries. Hein. Tout à fait. Là, on le voit là. Hein. T'as passé, ouais, tout à fait. T'as passé l'âge puis, aussi de troller les gens. Il fait trop chaud pour dormir la journée. Enfin, je sais. voilà quoi. T'as aussi passé l'âge de nous faire des jolis trolls avec tes t-shirts. Nous sommes dans la vidéo spéciale satisfaction de la draft 2022. Donc t-shirt de Knicks. Donc t-shirt des Knicks, voilà. Bien sûr. C'est obligatoire. Peut-être que je le garderai s'il y a une deuxième vidéo. Peut-être, si vous êtes sage. Vous étiez des milliers hier, et on fait des cœurs et des bisous comme d'hab, parce que vous étiez des milliers à vivre la draft 2022 avec nous en direct. Nous étions sur Twitch, le replay est disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez voir notamment Simon réagir au pick 4 des Kings, ou Alex bien se marrer sur l'intégralité de ce tour, et Bibi envoyer des infos à droite à gauche. C'était sympa. J'ai rarement été aussi détendu lors d'une draft, j'en avais rien à foutre côté Suns, tu vois, j'étais là genre... Zéro pick. On savait que, puis zéro pick, puis on savait que les mecs allaient même pas essayer de monter ou quoi. Ah non. Ils ont d'autres problèmes. Ils ont d'autres problèmes. Entre le proprio, le pivot et tout, ils ont d'autres problèmes. Calme-toi, on va s'occuper des Suns par la suite. De toute façon, on va arriver à la free agency, on aura l'occasion d'en parler. Mais il y a eu plein de choix qui ont été faits. Il y a plein de jeunes qui ont réalisé leurs rêves, qui ont mis des casquettes bien belles sur leur tête. Et donc, classique de chez classique, en lendemain de dodo, post-draft, eh bien, on fait deux vidéos. Ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, parce qu'on peut pas dire non plus détester. Le même jeu a lieu, Alex, chaque année. C'est une vidéo de réaction à chaud dont on va ensuite séquencer des morceaux pour dire regardez à quel point c'était de la merde en réaction à chaud. Mais il y a aussi des choses où quand même on doit se dire tiens, notre nez n'est pas tip top là, et on sent qu'il y a quelque chose soit qui est vachement bien, soit qu'on sent pas trop. Ouais, tout à fait. Par rapport, en fait là, effectivement t'as raison de dire qu'on juge des choses à chaud. En fait, au-delà même de le juger à chaud, c'est que de toute façon, pour la plupart des prospects qui ont été sélectionnés la nuit dernière, il va falloir attendre 1, 2, 3, des fois 4 ou 5 saisons avant de pouvoir vraiment juger est-ce que c'était un bon choix, pas un bon choix, un bon fit, pas un bon fit, est-ce que vraiment il avait le plafond qu'on lui pensait qu'il avait, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que comme ça fait des semaines qu'on taffe sur la draft et qu'on regarde un peu ce qui se passe, il y a des choses qui nous ont surpris en bien ou en mal déjà, tu vois. Tout à fait. C'est ça le délire en fait, c'est qu'il y a des choses on fait yes, bien, on est content, tout à fait. Et puis il y en a d'autres où voilà, on a un peu plus, on met le t-shirt. On met le t-shirt, exactement. Donc, bien évidemment, on vous laisse vous aussi craquer vos doigts et envoyer vos petits avis. On sait que vous êtes nombreux à avoir vécu la draft en direct. Des fans de franchise, de joueurs, il y en a qui vont voir leur poulain tomber dans la bonne écurie, d'autres qui auraient bien aimé que la draft soit un peu plus active pour eux, et donc là on va être en full positif, smiley vert de la part de Léonce sur le visuel. Alex, on fait comme d'hab, on se fait un petit ping-pong de choses qu'on a pu noter, et tout de suite, là, quand je te dis draft 2022, il y a un truc vraiment, t'as dit, ah ça je souhaiterais en parler, c'est positif, c'est quoi? Franchement, je vais commencer par le début, hein. Paolo Banchero en 1. Ah ça, j'ai vu ta réaction en direct, c'est vrai que c'était chouette. Pour le coup, c'est assez perso comme appréciation, puisque j'ai vu pas mal de gens qui disaient pas terrible et tout, machin, pas sûr, attention. Et je comprends les éventuelles réticences, puisque je trouve que on est sur une draft où, même si pendant des semaines, et nous-mêmes quand on a fait la mock draft, on avait plus ou moins Jabari Smith, beaucoup de mock drafts se dirigeaient vers du Jabari Smith en 1. Il y avait une sorte de consensus, mais je trouve que c'était pas un clear number one de draft. Non, c'est sûr. C'était pas un, je sais pas moi, un LeBron, un Shaq, ou un Zion, ou tu vois, ce genre de gars. Pas vraiment le clair numéro 1. Entre Jabari Smith, Holmgren et Banchero, il y avait un podium. Le podium a été respecté, pas forcément l'ordre le plus attendu. C'est seulement dans les dernières heures avant la draft qu'on a commencé, toi et moi, tu sais, à voir les rumeurs arriver. Le Magic, ils hésitent en fait. C'est serré entre Jabari Smith ou Paolo Banchero pour le premier pick. Tout à fait. Dans la soirée de mercredi, j'avais envoyé notamment un tweet. Ça y est, ça commence. Il y a des exécutifs qui se disent qu'on pourrait avoir une surprise tout en haut. Ouais, tout à fait. Et donc on l'a eu, une demi-surprise où les dirigeants du Magic ont décidé de faire une sorte d'impasse sur les deux intérieurs privilégiés top 2 de toutes les mock drafts quasiment, et pour prendre Paolo Banchero, l'ailier fort en provenance de Duke, manieur de ballon, polyvalent, je ne vais pas refaire son profil et tout,
J'adore ce joueur, je le kiffe, je pense qu'il est très NBA ready, je pense que son plancher est un des plus hauts planchers, voire le plus haut plancher de cette draft. Oui. Et que, malgré ce qu'on peut en dire, je pense qu'il y a encore énormément de potentiel. Il n'a pas 20 ans. Non, et ça. surtout, je trouve que le Magic, en faisant ça, fait draft toujours au talent. On draft un haut talent, haut potentiel, pas de problème. Peut-être pas le plus haut, l'avenir nous le dira. Mais surtout, remplit un besoin. Donc je trouve qu'il fait un peu d'une pierre deux coups, le Magic. Et ça, j'aime bien. Parce que ça montre aussi que le Magic a compris aussi les évolutions de la NBA. Et beaucoup d'équipes ces dernières années qui ont fait des paris à « oui, on travaille l'avenir à 4-5 ans », il n'y a pas d'avenir à 4-5 ans en NBA. L'avenir, c'est 24 mois, c'est 2 ans en NBA. Et je trouve qu'avec Banchero, possiblement, tu as un mec qui, dès sa saison rookie, peut impacter, et dès sa saison 2 ou 3, peut tout de suite être en mode genre « ok ». Banchero, ok, on met qui autour? Comment on met des gens autour pour que ça cartonne, tu vois? Bien sûr, tout à fait. Comme à Détroit, ils ont la sensation de pouvoir le faire avec Kate Cunningham, où tu te dis, bon, très bien. En fait, c'est vrai que le côté plancher est hyper intéressant. De toute façon, je confirme évidemment ce que tu viens de dire par des faits purement en termes pronostiques, j'ai envie de dire. C'est que au moment où Paolo Banchero a été drafté par le Magic, ça y est, du côté de Vegas et ailleurs, on a dit en rookie de l'année, c'est-à-dire joueur qui va débarquer dans une franchise et envoyer du gros steak au niveau statistique, il coche toutes les cases. On peut s'attendre à un vrai Orlando Magic et un favori avec Paolo Banchero qui va vraiment faire un chantier avec le Magic. Ils ont trop besoin, ouais. Ils ont trop besoin, et en plus, je veux dire, en termes d'initiation de jeu, on a suffisamment dit dans cette draft qu'il n'y avait pas de vrais meneurs gestionnaires à drafter haut, qu'il n'y avait pas forcément de gros créateurs balle en main. Il y a des bons créateurs et tout machin. Le gros créateur balle en main de cette draft, que ce soit pour lui ou pour les autres, c'est Paolo Banchero. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a eu un espèce de... C'est marrant parce que toi, t'avais été vraiment dithyrambique, j'ai envie de dire, pendant les mock drafts et profils de draft sur Paolo Banchero. J'aime aussi beaucoup le prospect. Et c'est vrai que de voir cette surprise en 1, en fait, le joueur est très très fort, mais c'est rare quand même d'être surpris avec un pick 1. Même, là, je revenais un peu sur ces histoires d'Anthony Bennett, comme Simon en parlait. Il y avait quand même de la projection d'Anthony Bennett en 1 par rapport aux besoins des Cavs, etc. Là, de voir Paolo Banchero à Orlando, il n'y avait pas beaucoup de montage. C'était surtout des montages Rockets quand même qu'on voyait Alex depuis plusieurs semaines. Il était parti pour être poste 3, même pour être pick 3, pardon. Et nous-mêmes, hein, dans nos mock drafts, on les a fait 2 jours avant la draft, mardi. Bien sûr. On mettait pas en Banchero Rocket. Donc non, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime bien ce genre de sorte de pari, coup de poker surprise. On a balancé des écrans de fumée et tout parce que je ne pense pas non plus que ce soit quelque chose qui s'est décidé comme ça. Je pense en fait que toutes les mock drafts étaient un peu fausses dès le départ et que le Magic était hésitant. Le Magic avait un choix à faire entre 2 joueurs. Possiblement, tout à fait. Les tout premiers retours, en tout cas, qui viennent, là, ça y est, on est à 24 heures plus, donc ça y est, les langues se délient un petit peu, c'est qu'apparemment, du côté de Jeff Weltzman et donc la direction d'Orlando, Paolo Banchero était leur gars numéro 1 depuis le début, mais qu'ils n'ont pas voulu leaker quoi que ce soit, notamment parce qu'ils n'ont pas voulu secouer les Rockets pour essayer d'avoir une grosse offre, apparemment. Ils ont voulu juste faire une interview, pas trop de workout, mais surtout une interview en one-one avec Paolo Banchero, et ils ont dit, ok, on va garder ça pour nous. Et apparemment, ils n'ont pas trop hésité, en fait. C'est chambé. Donc, toi, très content, évidemment, et puis, hâte de voir la Summer League et tout ce qui va se passer derrière, hein, parce que là... Ouais. Je sais pas si t'as vu, c'est tombé, hein, le premier match de la Summer League, c'est Houston contre Orlando. T'as vu ça ou pas? Non, je l'ai pas vu. C'est Paolo Banchero versus Jabari Smith, le tout premier match de la Summer League 2022. C'est drôle. Ah bah, la NBA se régale. Ils sont sur le même poste, hein, ils vont défendre l'un sur l'autre en plus. Hein. Tout à fait. Potentiellement. Mais donc, ouais, Paolo, pour toi, c'est un home run. Hein. Le choix numéro 1, c'est le premier truc positif dont tu voulais parler. Ouais, c'est un home run en termes de kiff. Je vois, je comprends. Donc, les fans du Magic, vous avez récupéré un très très beau premier pick. Ah ouais. Moi, je t'avoue que la franchise dont beaucoup parlent, évidemment, par rapport à tout ce qui s'est passé, ce sont les Pistons. On parle de home run potentiel. Détroit, juste, je me permets, parce qu'on a aussi le tableau récap que je vous remets ici sous les yeux. Paolo Banchero, donc, qui était en 1. Détroit est reparti en pick numéro 5 avec Jalen Ivey. Puis ensuite, ils ont fait du petit transfert pour aller récupérer Jalen Duren en pick numéro 13. Alex, c'est quand même assez dingue, moi je dois t'avouer, parce que les fans des Pistons se sont pointés et se sont dit, bon, on a Kate Cunningham et on s'attend à 1, 2, 3, 4, Banchero, Holmgren, Smith
Et on va voir les Kings, mais quand même, ça sent le Jaden Ivey. Non seulement Jaden Ivey tombe dans leurs mains, donc on va avoir ce fameux backcourt dont j'ai parlé pendant la mock draft, de la photo bras croisés, Kate Cunningham et Jaden Ivey, qui est extraordinaire en termes de potentiel. Mais en plus, Troy Weaver, à la direction de Détroit, s'est dit attends. Les Knicks, potentiellement, on va en parler dans une autre vidéo, pourraient lâcher un petit pic. On pourrait faire du business pour avoir encore un jeune, un dur au mal, un uber athlète qui peut se développer dans notre raquette. J'ai envie de te tendre la perche tout de suite, Alex. La phrase qu'on a sortie une fois qu'on a coupé la caméra, Détroit a Isaiah Stewart et Jalen Duren dans la même raquette, mais qui va distribuer la bouffe? C'est pas possible. Ah bah là, attention, il faut envoyer des lions pour distribuer. Ah mais là, ouais, c'est violent. Hein. Détroit, j'adore. Oui, alors là, pour l'explication, pour les gens qui n'ont pas tout suivi la draft et tout, en fait, les Pistons ont réussi à gratter ce pick 13 pour récupérer Jalen Duren dans le trade à 3, le transfert, l'échange à 3 entre Knicks, Hornets et Pistons. À la base, le 13, il est aux Hornets. Tout à fait. Il le récupère dans le pick, dans le trade à 3. Il y a même OKC là dans l'affaire. Il y a OKC, j'allais dire. Il y a OKC qui est dedans, hein, puisque c'est un pick 11 qui devient Ousmane Dieng chez le Thunder. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est le pick 11. Et donc, comment ils ont récupéré? C'est un bazar, ce trade. Je me permets là-dessus parce que même certains qui ont essayé d'en parler, vous pouvez aller écouter notamment le dernier podcast de Brian Windhorst, ils ont pris un quart d'heure pour essayer de détailler, et les mecs sont au taquet sur le deal, hein, pour essayer de détailler ce qui s'est passé sur ce deal à plusieurs. Mais c'est vrai que Détroit, moi là il y avait déjà, je ne peux pas dire plus de choses positives sur Kate Cunningham, j'adore depuis, avant même quand on faisait les profils l'année dernière, c'était mon joueur de la draft avec tout le respect que j'ai pour les Green, Mobley, Barnes, etc. Mais là tu as donc ton backcourt du présent et du futur, parce qu'en plus tu vas avoir quand même un garçon comme Jaden Ivey qui va pouvoir se régaler, qui a un autre style, tu en parlais hier Alex dans le live, Kate Cunningham plutôt lent, faux lent, qui impose son rythme. Jaden Ivey, c'est Jupiter et Pluton qui se sont donné rendez-vous sur le même parquet. Exactement. Il y en a un qui est dans la smoothitude, vision, QI, compréhension, je gère le tempo, et l'autre, il dit le tempo c'est moi. Tout à fait. Il rentre dedans et tout. Jaden Ivey, c'est un gars, il est dans la continuité, comme tu dis, Jupiter, Pluton, Ja Morant, John Wall à l'époque, Westbrook, ces gars-là, quoi, les gars où, Rose, etc. Ils ont les mollets, c'est des fusées, quoi. Enfin, donc ça, c'est complètement différent, et du coup, c'est vachement intéressant, puisqu'en termes de possibilités que ça va donner à Détroit en termes de gestion de jeu et de comment tu peux jouer, tu peux tout faire du coup avec ce backcourt. C'est ça. Moi j'adore, vraiment pour moi c'est la première équipe qui m'est venue à l'esprit, parce que tu aurais dit aux fans des Pistons, vous avez ça là, parce que on parle beaucoup de Jaden Ivey qui est évidemment un favori parmi les fans parce que voilà, il a un jeu ultra spectaculaire et on va voir comment il se développe. Mais Jalen Duren, pendant longtemps Alex, ça a été un top 10 de draft projeté. C'est-à-dire qu'on l'avait en 9 aux Spurs, on avait vu certaines mocks qui le mettaient même un peu plus haut. Et là, tu parles d'un phénomène de 18 ans que tu vas pouvoir développer. Non, vraiment, c'est le boulot l'a fait par Troy Weaver. J'ai envie de dire, Alex, il faut juste changer de coach maintenant. C'est tout. Ouais, et puis il faut faire un petit coup sympa à la free agency avec tout le cap que tu as réussi à dégager. Voilà un peu l'idée de la suite pour nos amis des Pistons. Mais c'est super. Ça. Bonne soirée de draft pour eux. Excellente soirée de draft pour eux. Très très grosse soirée de draft. Donc je remontre le tableau récap avant de filer la parole à Alexinator. Les Pistons, vous pouvez déjà noter le Media Day, c'est sûr, ça va cartonner. Et toc toc toc, je rappelle que nos amis de Détroit pourraient être de passage par la capitale en janvier prochain face à nos amis les Bulls. À mon avis, il va y avoir un peu de hype. Ça peut être le genre d'équipe un peu NBA League Pass, on va faire genre en fait, il y a Kate Cunningham et Jaden Ivey qui sont sur la capitale là, on est content, tu vois. J'avoue. Donc la Pistons Nation, vous pouvez bomber le torse. Alex, point suivant. Tiens, une autre équipe qui à mon avis peut ressortir de cette soirée de draft le torse bombé, ce sont les Pélicans. Les Pélicans avaient 2 pics, le 8 et le 41, si je ne dis pas de bêtises. Il n'est pas sur le tableau évidemment parce que le 41 c'est au 2e tour. Tout à fait. Ils ont laissé les gens faire, il y avait des rumeurs et tout, mais le 8 ça commence à être un pic où c'est très compliqué de te projeter parce que là tu dépends de beaucoup de choses qui se passent avant. Ils ont laissé faire, ils sont arrivés en 8. Je ne sais pas si Dyson Daniels était leur choix préféré en 8, ou s'ils auraient bien aimé que les Blazers laissent filer Shaedon Sharpe par exemple pour l'avoir, ou c'était Mathurin avec Dyson Daniels, ou s'ils rêvaient un peu d'un Mathurin, tu vois, un truc comme ça. C'est surtout ça. Voir. Ouais. En tout cas, moi je trouve que Dyson Daniels
par rapport à ce que les Pélicans ont montré la saison dernière aux jeunes qui sont en train de développer, où ils nous ont ramené des rookies, donc il y avait Alvarado, Herb Jones et Trey Murphy, des mecs physiques, 2 gars très défensifs, un gars très shooter en Trey Murphy et tout. Je trouve que justement Dyson Daniels va ramener assez naturellement de la polyvalence en sortie de banc. On va voir comment Willie Green va utiliser, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, en 41, ils ont récupéré AJ Liddell, mec que personnellement je voyais plutôt entre 20 et 30 qu'entre 40 et 50. Un ailier fort, déjà costaud, bon scoreur, bosseur, hustle, intelligent, machin, à voir comment il défend et tout, mais en fait, pour mettre au milieu des Herb Jones, Ingram, Jackson, Hayes, Larry Nance. Je trouve, Larry Nance Jr., tout à fait, t'as raison. Donc je trouve que en 2 pics, les Pélicans qui veulent une certaine continuité, qui sont allés en play-off, qui ont échoué au premier tour, mais dans des circonstances vraiment bonnes pour eux, je trouve leur défaite contre les Suns, elle est plutôt prometteuse pour eux. Pour la suite, il y a le cas Zion et tout. Enfin, en fait, je trouve que ces 2 pics de draft, je trouve que les Pélicans ressortent de la draft en se disant bon, voyons ce qu'on fait signer à Zion, mais on a notre effectif, quoi. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est de la balle. Et ça, j'avoue, ça ne fait que confirmer tout à fait la bonne structure des Pels. Ça fait bizarre, dans le sens où il y a 6-7 mois, on était en train de parler du fait que la trade deadline était déterminante pour David Griffin. On ne savait pas si Willie Green était l'homme en place. Aujourd'hui, il fait une température de dingue. Grand soleil dans le bayou, puisque en effet, là, tu rajoutes Dyson Daniels et AJ Liddell. Je te suis totalement. C'est vrai que les Pels, on a parlé beaucoup de la manière dont ils sont vus ces derniers mois, avec notamment tout le travail qui est fait dans le coaching staff. C'est vraiment, vraiment très positif. Un jeune aujourd'hui débarque à New Orleans, il sent qu'il peut se développer. Donc, à voir comment ça va se passer. Et petite pré-info, j'ai envie de dire, le fait de prendre un Dyson Daniels qui va être un 2 capable de jouer, pas forcément 3, mais des fois, il peut tenir la balle. Ouais, voilà, ça. Exactement, c'est ça. Qui est un peu dans le moule d'un Lonzo, donc ça va rappeler quelques souvenirs aux Pélicans. C'est aussi une potentielle assurance en cas d'envie de se séparer de Devonte Graham cet été. Donc c'est vraiment à la fois, en fait, tu coches les cases talent, potentiel, fit, besoin et kiff. C'est vraiment super. Non, c'est vraiment très très bien. Et dans la continuité de leur développement, vu qu'ils ont quelques joueurs maintenant à maturité, je veux dire CJ McCollum est plus qu'à maturité, c'est un joueur d'expérience. Brandon Ingram va être à maturité. Valanciunas est un joueur qui commence à avoir bien roulé sa bosse. Je trouve que le mélange et l'équilibre est vachement bien chez les Pélicans. On aura l'occasion d'en reparler lors d'une série courant septembre. En septembre ou en octobre, tiens, dis donc les Pélicans, faut voir. Waouh, ça se permet. Est-ce qu'on va faire les Pélicans en septembre? On va voir. Est-ce qu'on les fera en octobre même? Tu vois, est-ce qu'on les fera pas en novembre, les Pels? Non, c'est vrai que c'est super de la part de David Griffin et le management de New Orleans. Vraiment, là, les fans des Pels, là, ça sourit très très fort là depuis quelques semaines. Ils sont bien contents. Je suis obligé d'en caser une pour mes potos du Thunder, dont je vais montrer le gros tableau évidemment. C'est parti. Bon, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années qu'on se marre sur Sam Presti qui a des balles de ping-pong et qui n'arrête pas d'accumuler des pics et des pics et des pics et collégramme et pics et crocs et tout ça. Tu avais le pic 2 et le pic 12. Tu as dit bon, très bien, on va prendre Chet Holmgren en pic 2. Faites ce que vous voulez, Orlando, Houston, battez-vous autour de savoir qui vous voulez, mais ça y est, on avait la certitude d'avoir Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander sur une arrière. Tu as ton intérieur freak du présent et du futur. Ça y est, il y avait un trou béant dans la raquette, il y a Chet Holmgren. J'adore le fit dans le sens où, comme on en avait parlé je crois dans les mocks, pas d'attente offensive énorme pour Chet Holmgren. Je voulais pas qu'il aille dans une franchise où on attend de lui que ça devienne un scoreur à 20 points. Non. Chet Holmgren, il va apporter de la dureté, de la défense, du potentiel, de l'intelligence de jeu et aussi quelques petits flashs offensifs de création, de shoot à 3 points. Donc il débarque ici, tout à fait. Un peu de spacing, ce qui est pas mal pour les Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander qui aiment bien aller vers le panier. Donc déjà, boum, tu as verrouillé le garçon que tu voulais, et en plus je trouve que le fit culturel entre guillemets va bien. Je le vois bien avec le maillot du Thunder, Chet Holmgren. Et derrière tu avais le pick 12
Donc ce qu'on a vu après avec l'arrivée de Jalen Williams, mais tu n'as pas totalement fini tes emplettes puisque tu es allé chercher Ousmane Dieng, le français Cocorico. T'as gratté le pick 11 au Knicks. Exactement, sans trop lâcher puisque la plupart des retours qui tombent, c'est que OKC dans sa piscine de balles de ping-pong et de futurs picks de draft a lâché parmi les pires picks de draft qu'ils possédaient. Ouais, c'est ça, fait, ouais. Ils ont dit genre allez-y, pas de problème. Alors j'ai envie de dire, il y a à la fois du positif et du négatif. Le négatif, mais c'est vraiment une toute petite parenthèse, c'est que beaucoup de fans d'OKC se disaient on va lancer le hashtag Wembanyama to OKC parce qu'il y a plein de gens qui se projettent déjà sur Victor sur la draft 2023. Là, tu vas quand même devoir être compétitif. Je veux dire, j'aime bien le fait de toujours être bien placé à la draft, mais Alex, là, ça suffit. Tu as Shai, Giddey, Lugensdort, il y a des garçons qui se développent bien et tu rajoutes Chet Holmgren en pick 2. Je veux pas que OKC nous refasse une saison à 18 victoires. C'est pas possible, là. Là, c'est pas possible. Ça va dépendre de la réalité de Chet Holmgren sur sa première saison aussi. Tout à fait, et du fait que les jeunes vont bien continuer à bien se développer, mais quand même, là je pense que c'est le moment où tu parlais de free agency avec des petits sous à développer, à dépenser. C'est dans quelle franchise dont tu parlais de ça là C'était du côté de Détroit, avec les sous dont tu parlais, pour ajouter du vétéran, là, quand je parlais notamment des cap space, ouais, tout à fait, ouais. Peut-être qu'on pourrait voir OKC, qui dépense pas grand-chose, pouvoir potentiellement aller chercher un ou deux vétérans. Voilà. Et je sais pas ce que tu as pensé, mais moi, je t'avoue que le Thunder, là, bon, on voulait voir un peu ce que ça pouvait donner post-Chris Paul et Dennis Schroeder avec SGA, mais là, j'ai enfin envie de regarder pleinement le Thunder sur le League Pass. Voilà, là, c'est bon, j'y suis, là. Là, je suis hypé, là. Je comprends. Et j'aime bien Jalen Williams aussi. Je pense que c'est une bonne, c'est une affaire tout à fait intéressante pour eux. Oui, je vais pas trop parler de lui, mais c'est très bien. Ouais. Effectivement, le Thunder. Est-ce que le Thunder va devenir comme ça compétitif avec quasiment que des jeunes ? On va voir. C'est une bonne question à se poser. Mais effectivement, si Chet Holmgren c'est bel et bien la licorne dont on parle, ça devrait se voir assez vite. Et Shai Gilgeous, Lugensdort, ils sont pas là pour plaisanter. Donc non, il y a de quoi faire. C'est une très belle soirée pour le Thunder, clairement. C'est une belle soirée. Ils ont géré, ils ont eu leurs 3 picks. On a en plus une petite touche Cocorico, donc on verra pour Théo Malédon et compagnie. Tu parles en effet de Jalen Williams. Du coup, tu as respecté tes postes parce que tu as de la création balle en main avec Jalen Williams. Tu as du potentiel sur les ailes avec Ousmane Dieng. Tu as ta licorne au poste de pivot. Bon voilà, moi j'espère juste qu'avec Sam Presti, on va enfin pouvoir passer à la vitesse supérieure qui est arrêter de croire que la NBA en fait c'est football manager. On aime bien développer certes des mecs qui ont été chopés à l'autre bout du monde, mais il faut des résultats sur le parquet. Non mais il y a un moment, il faut que ça gagne. Je suis d'accord. On y va. Je suis d'accord. Le Thunder pour Bibi, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. Comme tu étais sur le Cocorico, je vais enchaîner là-dessus. 4 Français. 4 Français dans cette draft, dont un au premier tour, Ousmane Dieng, donc contrat garanti pour Ousmane Dieng, en 11e position, on vient d'en parler, c'est à OKC. Donc voilà, en plus équipe de jeunes où il y a tout à fait moyen qu'il l'essaye et qu'il le fasse un peu jouer. Ouais. Je pense pas qu'il l'ait pris pour le stage en Europe, enfin j'espère pas. En Europe ou ailleurs d'ailleurs. Et après, 3 joueurs au deuxième tour. Moussa Diabaté en 43 aux Clippers. Ismaël Kamagaté aux Nuggets en 46. Ismaël Kamagaté, si j'ai bien compris, c'est pas pour tout de suite l'effectif des Nuggets, c'est pas Draft pour la saison prochaine. Ouais. Exactement. Et Hugo Besson, drafté en toute fin, en 58, toute fin de deuxième tour par les Bucks. C'est bien. On verra s'il intègre l'effectif des Bucks. À mon avis, ils vont lui faire la Summer League pour voir ce que ça donne. Oui, tout à fait. Et après, on verra. Pas facile d'intégrer l'effectif des Bucks comme ça quand t'es drafté tout au bout du second tour, parce qu'il y a... Tu regardes l'effectif des Bucks, il n'y a pas 50 000 spots à prendre. Non, bien sûr, peut-être dans l'idéal un two-way, mais alors ça c'est vraiment, ce serait formidable pour Hugo Besson, un two-way contract pour avoir quelques temps, ou pour sinon quelques essais, tout à fait, ou sinon quelques essais en G-League pour essayer de se faire les dents un petit peu. Faut voir ce que Hugo voudra faire, mais c'est une super nouvelle pour la France, 4K. En tout cas, moi je suis toujours content dans un événement aussi important dans le cadre du basket international qu'est la draft. En fait, tous les jeunes joueurs et tout, on le voit, on a beaucoup parlé des profils de joueurs canadiens, on a parlé de joueurs australiens, machin et tout. Là, on vient de parler avec les Pélicans, Dyson Daniel, je crois, il est australien, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, australien. Ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est important que dans ce genre d'événement, le basket français soit bien représenté. Et là, je trouve que c'est le cas avec 4 joueurs, des joueurs très modernes et tout, avec beaucoup de qualité. Donc,
J'espère qu'Ousmane Dieng va avoir du temps de jeu dans la fourmilière de jeunes d'OKC. Et puis j'espère qu'au moins un des 3 gars du deuxième tour va réussir à faire son petit trou, quoi, tu vois. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on a hâte de voir leur développement. Alors chacun son rôle et chacun son poste. On n'est pas évidemment, on va pas mettre Ismaël Kamagaté et Hugo Besson sur le même poste non plus. Non, ça va être compliqué. On va les laisser se développer, mais c'est vrai qu'il faudra surveiller leurs prochains mois, leurs prochains étés, parce que sur un c'est même pas sur un malentendu, mais sur un bon alignement des planètes, tu peux avoir un joueur qui se développe bien, une place qui se libère, l'envie de pas payer trop cher, parce que un pick du second tour, Alex, tu l'as dit, c'est non garanti, donc on a l'occasion un peu moins de payer et de voir comment ça se négocie. Ouais. Donc ça peut être intéressant pour ces garçons-là, dans des équipes qui sont en plus compétitives, quoi. Clippers, Nuggets et Bucks. Donc, ça c'est bien et pas bien, parce que c'est bien et en même temps c'est pas bien dans le sens où par contre t'arrives, il y a clairement déjà 12-15 joueurs devant toi. Donc il faut vraiment batailler pour faire ta place. Mais si tu te fais une place dans le vestiaire, c'est pas Michel du Super U qui est à côté de toi, quoi. C'est ça. Yanis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Tyronn Lue ou Nikola Jokic. Ismaël Kamagaté, moi je veux bien qu'il taffe son jeu au poste avec Jokic. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, je suis chaud. Pas besoin d'Embiid dans l'équipe de France. Il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai que c'est chouette. 60 pics, 4 qui sont français, bah, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent dire ça. Non, tout à fait. Je suis d'accord. Exactement. Donc, du coup, c'était à noter. La formation française cartonne. Alors, j'ai fait un peu du Thunder. C'est difficile en ce moment et depuis des années de séparer le Thunder des Rockets. Soit il y a du Chris Paul, soit par du Harden, soit par de quoi que ce soit. Je suis obligé quand même de parler des Rockets parce que on s'est beaucoup amusé en regardant Raphaël Stone. Notamment, il y a quelques mois, devoir faire le transfert de James Harden et débarquer dans... c'était même plus des ruines. C'était vraiment une post-guerre, un truc apocalyptique total. Et on s'était un peu foutu de lui parce que on avait dit le package de joueurs est pas non plus top qu'il a récupéré contre Harden. Mais il avait vraiment focus sur les pics de draft. On est en train de voir ce qui se passe du côté de Brooklyn. Dans la même soirée, alors, je sais pas s'il y a de la déception de ne pas avoir Paolo Banchero, mais putain, le lot de consolation, quoi. T'as Jabari Smith qui tombe dans tes mains. Attention à Jabari Smith qui tombe dans tes mains en étant vénère. Simon, il en a parlé hier sur le canapé. Jabari Smith, il l'a jusque-là. Il s'attendait à être 1 ou 2 max. Je suis tout à fait persuadé qu'il va être très content de travailler avec Jalen Green et compagnie à Houston. Mais attention, l'autre, il va entourer toutes les match-ups. Et si vous énervez un garçon comme ça, je pense que ça peut être très très bon pour Houston. Ils ont été chercher Tari Eason en pick 17, Ty Washington en pick 29. En vrai, Raphaël Stone à la draft, on va voir comment ça se passe pour les autres garçons, Ousmane Garouba et Josh Christopher, mais moi, pour le moment, il n'y a pas de moment où j'ai regardé une draft de Raphaël Stone et je me suis dit genre, oh, ça, j'aime pas du tout, quoi. Non, et puis finalement, en plus, c'est vrai, ce que tu dis, clairement, Jabari Smith s'attendait probablement à être 1 ou 2, mais finalement, en termes... Bon, de talent et de plafond, encore une fois, moi j'adore le profil de Banchero, mais je suis le premier à dire que le plafond, le talent, le potentiel de l'ami Jabari Smith, ça peut être extrêmement ouf. Donc ça, on est tous d'accord. Et en plus, je trouve que sur ce qu'on voit et ce qu'on connaît à court terme, en fait, t'as déjà Kevin Porter Jr. et Jalen Green qui sont quand même des gens qui vont créer du jeu, faire des différences avec leur dribble. Et du coup, en fait, si ces mecs-là, ils la lâchent bien à un mec comme Jabari Smith et que c'est bel et bien le sniper qu'on pense qu'il est, là, du haut de ses 2m08, bah limite, c'est un fit limite presque naturellement supérieur à ce que Banchero, qui demande plus le ballon, aurait pu impliquer côté Rockets. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, t'as raison de parler d'Ousmane Garouba, Josh Christopher et tout. À voir à qui... Josh Christopher, c'est un arrière éventuellement ailier, donc qui est plutôt sur le poste de Jalen Green ou en 2-3 par là. Mais Jabari Smith, qui est plutôt un 4-5, à voir avec qui notre ami Stephen Silas va décider de l'associer. Parce qu'il est avec Sengun. Sengun, tout à fait, il est bien. Hein. Oui, il faut voir ce qu'il vaut en défense, ce duo. Est-ce que tu as envie de tenter du Garouba et de temps en temps Jabari Smith, c'est lui qui va être plus le pivot? Enfin, il y a plein de choses à regarder. Est-ce que c'est un sujet sur lequel les Rockets veulent encore bosser? Et c'est là que je pense que le Tari Eason, ils vont le kiffer. Ah bah, ça devrait le faire. Parce que lui et Kenyon Martin Jr., exactement. Lui et Kenyon Martin Jr., là, en fonction de si t'en mets un titulaire ou pas, ou si tu les sors du banc les deux, tu auras des séquences
énergie, hustle, bataille au rebond et défense, parce que Tarizon en défense, moi je l'adore, Non, c'est sûr. qui peuvent vachement te sauver des 5 où entre Jalen Green, Kevin Porter Jr., c'est le profil qu'il leur fallait. Shengun. C'est sûr, ça tripote la baballe et il y a du talent, mais oh. S'il faut faire Attention. un stop, ils ont enfin un des 5 potentiels où ils vont être là, genre, tu sais quoi, allez-y là. Testez Garuba et Tarizon et on est là, genre, merde, putain, ça fait 2 minutes qu'on galère à scorer sur les ailes. Et puis, parce qu'il y a Kenyon Martin en 3, donc l'équipe adverse prend plus un rebond, dis donc. Ouais, c'est un peu relou. C'est vrai que vraiment sur ce coup de fit, moi ce que j'adore et qui a été d'ailleurs rapporté par certains du côté d'Houston là quelques heures après la draft, c'est que avec tout le respect qu'il y a pour Paolo Banchero notamment offensivement et tout ce que tu as dit, la présence de Jabari Smith fait souffler beaucoup apparemment de gens en interne à Houston sur une potentielle association avec Alperen Sengun. C'est-à-dire que tu peux avoir quand même un profil beaucoup plus mobile et défensif avec Jabari Smith qui peut t'éviter d'avoir des trous béants vraiment en défense s'il y avait eu un duo Paolo Banchero-Sengun à l'intérieur. Et des Bastiens même en attaque. Et en attaque, non mais attends. Space à fond. Du coup, tu peux laisser la raquette à Sengun. C'est ça. En fait, en vrai, je dis pas que le fit est meilleur, mais si j'étais fan moi je dis que le fit est meilleur. Alors tu peux tout à fait. Si en tout cas j'étais fan de Houston, je me dirais oh là 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 là, le gars est vénère. T'as pas besoin de l'avoir tout de suite en première option offensive parce que le ballon il est dans les mains de KPJ et Jalen Green. Ouais. Et vraiment, je pense encore une fois, et allez vous faire la mock draft et profil de draft, je pense que typiquement dans cette envie de tourner la page de merde avec les John Wall, avec les Christian Wood, etc. en termes de sérieux, c'est-à-dire du sérieux et de l'attitude. Tarizon, on verra comment ça donne niveau attitude parce qu'il y a des points d'interrogation, mais Ty Washington, ça joue collectif, ça pense à l'équipe, le nom qui est devant, il est plus important que le nom qui est derrière. Je suis revenu. Ouais, j'ai rien touché, c'est très bizarre. Tu t'en souviens ce que je te disais ? T'étais en train de parler en termes de sérieux. C'est bon. Allez, c'est quoi ? On continue. On va pas faire de montage, on continue. Elle est magnifique, c'est la séquence. C'est quoi ? On l'a fait d'un coup. Et donc, y a pas de problème. Bonjour. On parlait de sérieux. Et non, et ce que je disais, c'est que Ty Washington, il pense à l'équipe plutôt qu'à lui-même. C'est un joueur vraiment collectif. Pareil pour Jabari Smith. On va voir au niveau comportemental avec Tarizon et Kevin Porter Jr. J'ai pas trop envie que tous les deux ils pètent des plombs si tu veux, parce qu'il y a quand même 2-3 historiques avec Tarizon. Il est limite là le risque entre guillemets, c'est comment le fit techniquement et tactiquement. T'es entraîneur, tu vois ces joueurs-là, tu l'as dans la tête comment tu peux jouer. Par contre, le fit humain, il y a beaucoup de gros caractères très jeunes à associer. Attention. Et il va falloir surveiller ça de près. Tout à fait, il va falloir surveiller ça de très près. Mais en tout cas, on le répétera jamais assez, Raphaël Stone envoie des cannes à pêche. Il y va, il essaye d'avoir une pépite. Et pour peu qu'il arrive à continuer à choper des garçons qui vont bien s'intégrer dans l'équipe, on peut se retourner là dans un an et se dire, tu sais que Raphaël Stone en scred... Ouais, tu sais que le pick and roll Jalen Green, Jabari Smith, c'est compliqué à défendre par exemple. Ouais. Tu vois. Merde, putain, ils ont le premier tour des Nets aussi là, les Nets de Cam Thomas et Ben Simmons. On verra si ça cette phrase évidemment. Wembanyama, il est pour les Rockets. Mince. Voilà, regarde, ça y est tout de suite. Mais j'adore. En tout cas, vraiment pour nos amis les Rockets, pareil, Rockets et Thunder qui reviennent potentiellement dans les équipes très hype. Ça, je stream fort, comme on dit. Dernier petit point, mon cher Alex. Ouais, j'en ai un petit dernier pour la route. En tornade, évidemment, il y en a plein de choses qu'on aime. AJ Griffin en 16 aux Hawks. Alors, autant je suis déçu, quelque part, je trouve que c'est un joueur qui méritait un bien meilleur pick de draft. Par contre, quitte à descendre, je trouve ça super qu'il arrive aux Hawks. Et je trouve que c'est archi win-win. Déjà, pour les Hawks, choper AJ Griffin en 16, pardon... Ça se trouve, c'est le meilleur ailier de la draft. Landry Fields, il était comme un ouf. Il a fait genre, on ne s'y attendait pas en fait. Mais non, personne. Il était projeté qu'il pouvait glisser. Jamais été projeté aussi bas. Moi, je l'avais jamais vu en dessous de 11-12. Non. Mais voilà. Donc, très très bon coup pour les Hawks qui, bien évidemment, vont devoir faire attention au pédigré blessure du joueur. On est d'accord. Par contre, il peut défendre lourd. C'est un bœuf. C'est un buffle. Il joue 3, il joue 4. Il peut jouer à côté, à la place de DeAndre Hunter, avec des John Collins ou avec des Capella. À voir qui reste en octobre encore, qui est là en octobre côté Hawks, on verra.
il va shooter, il va mettre ses tirs. Tu as un meneur comme Trae Young qui est un des tout meilleurs passeurs de la ligue et tu viens de prendre un des meilleurs shooters de la draft. J'aime bien l'idée. Et pour le joueur, avantage, c'est que du coup, tu as beaucoup moins de pression parce que tu es pick en 16. Alors, c'est désagréable au niveau de l'ego, par contre, tu es pick en 16. À toi de faire attention à ton corps et de bien travailler tout ça comme d'autres joueurs l'ont fait par le passé avant toi pour essayer de te blesser le moins possible et de montrer la bonne mentalité. Et si tu y arrives, tu peux devenir le poste 3 d'une équipe très compétitive tout de suite. C'est ça. Et du coup, en termes de carrière, c'est pas la même que de faire le poste 3 des Wizards ou de je ne sais quoi. Là, en fait, tu peux être... c'est vrai. Ou des Knicks ou de d'autres équipes, même le Thunder, je suis désolé. Tu vois, ça n'a rien à voir. Là, tu peux être le poste 3 de Trae Young avec des DeAndre Hunter ou des Capella ou des John Collins, encore une fois, ou Okongwu ou quoi. Donc tu peux être un élément défensif important d'une équipe qui peut bien défendre et en même temps tu vas recevoir des très bons ballons en attaque pour mettre des vrais tirs et tout. Tu vas rentrer dans un vestiaire où clairement les Hawks, on verra qu'ils ont dans leur roster en octobre quand la saison démarre, mais dans le vestiaire des Hawks, ça va être on s'est chié dessus la saison dernière, on a été obligé de passer par le play-in, tout ça pour se faire laminer par le hit. Ça, c'est hors de question que ça arrive. Donc tu vas arriver dans un vestiaire compétitif. Enfin bref, moi je trouve que pour AJ Griffin, c'est super. Et pour les autres aussi, évidemment. Je suis d'accord. Très très content, j'avoue. Ouais. Petit ping-pong pour continuer là-dessus. Moi, évidemment, j'en case une pour les copains de Memphis qui sont allés chercher 2-3 garçons. On le sait, chez les Grizzlies, ils aiment bien bricoler tout à fait. Et lorsqu'ils ont des coups de cœur, ils ont des gros coups de cœur. Je préfère annoncer la couleur tout de suite. Non seulement, je sais pas si tu as vu, ils vont essayer de tester Kenneth Lofton, qu'ils ont pris en two-way, qui va être parfait à Memphis s'il arrive à David Roddy, mais alors David Roddy, moi c'est David Roddy à Memphis, c'est genre c'était un énorme, quand ils l'ont dit, j'étais là, oui. C'était un énorme coup de cœur, moi, de Colorado State pour son côté physique hyper imposant, joueur limite de NFL. Il a fait en plus un petit peu pas de NFL, mais il a fait du foot américain, donc il a tu le vois, tu te dis, tu t'es gouré de terrain, très clairement, tu as pris le mauvais parquet. Il fait des très bonnes passes, il est polyvalent, il est dur au mal. J'aime bien évidemment l'intelligence de Jake LaRavia, Wake Forest, qui a été pris en pick 19. Donc Memphis, en fait, ils ont certes perdu d'Anthony Melton, mais ils essayent de continuer sur leur base qui est, on a un groupe solide, on le conserve, on va attendre qu'il se développe bien, et on a toujours un ou deux gars là, Ziaire Williams et maintenant David Roddy, qui vont débarquer avec Jake LaRavia et se dire, tu sais quoi, si je me fais une place, dans 2 ans, en fait, je suis le gars qui a été trop gourmand au-dessus de moi et qui n'a pas été prolongé. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir, là, dans quelques années, et merde, ils ont pris vraiment un gars qui était bon, pas projeté là, et qui s'en sort. J'ai trop hâte que les gens puissent voir David Roddy jouer. J'aime trop ce type de profil. Après, challenge pour lui. Parce qu'il va falloir se faire de la place dans l'effectif de Memphis. L'effectif de Memphis commence à être sérieux en termes de concurrence. Bien sûr. Non, c'est sûr. Mais il est capable. Il y a des opportunités de ouf. D'autres petits noms comme ça que tu as bien aimé, je t'en rebalance un évidemment. Il y a eu des rumeurs, on parlait du poste de pivot du côté de Minnesota. Ils ont pris Walker Kessler, copain de Jabari Smith du côté d'Auburn. Je pense qu'ils vont bien le kiffer à Minnesota puisque tu obtiens Walker Kessler et Wendell Moore Jr. Défense, ça j'aime beaucoup pour Minnesota. Ouais, et puis après, en fire bullet comme ça, assez impatient et intrigué de voir ce que Patrick Baldwin Jr. va devenir dans les mains des Warriors et notamment de Draymond Green. Tout à fait. Ou Nikola Jovic sous Pat Riley et Eric Spoelstra. Oui. Voilà. Ouais. Ce genre de petites choses comme ça où ça passe un peu inaperçu comme ça en fin de premier tour et puis en fait dans 3 ans on se réveille tous, on fait merde. Putain, Patrick Baldwin Jr., le bâtard, il est arrivé, il savait déjà bien shooter, maintenant il sait défendre en fait, parce que ça fait 3 ans qu'il taffe avec Draymond qui est dans un vestiaire de mineurs et tout. C'est ça. Relou. Et il s'entraîne à tirer Curry et défendre avec Draymond. Bref. C'est sûr. Non, c'est sûr. Je te laisse juste en caser une toute petite pour finir sur ce qui était hier quand on a fait le récap, peut-être un de tes pics préférés en 7 à Portland. Oui. J'adore ce pic. Je trouve que je suis très content que les Blazers aient gardé leur pick et aient décidé de miser. Après, ça se trouve, dans 48 heures, il sera tradé et voilà, ça ne vaudra plus rien ce que je vais dire. Mais n'empêche, je m'en fous. En attendant, je suis très content qu'ils aient misé sur Shaedon Sharpe, même s'il y a un peu de brouillard autour de lui parce qu'il n'a pas joué depuis quasiment 1 an là, quand il arrive à la draft.
Ouais. On était tous les deux d'accord pour dire que c'est un potentiel, pardon, c'est pas du passé, de malade, avec une détente, un shoot et tout le bordel. Et je trouve que dans l'optique de travail dans laquelle sont les Blazers, imaginez un Shaedon Sharpe qui va travailler son éthique, sa mentalité et tout un tas d'aspects intangibles comme ça du jeu avec Damian Lillard. Avec ces gars-là, je trouve ça génial. Je suis d'accord. Je pense que ça peut payer fort. Moi, je crois que je l'avais mis mais j'avais poussé une gueulante un peu dans la mock draft pour mettre Shaedon Sharpe en 7, donc à voir comment ça donne sur la durée avec ou sans Damian Lillard. Mais c'est vrai que, petite anecdote, je crois, vous avez été nombreux à voir Mike Schmitz, qui fait beaucoup de vidéos ESPN, etc. Bien sûr, Mike Schmitz, bien sûr. Et qui, je crois, il faut le confirmer, ça se trouve je dis une connerie, donc c'est vraiment avec des pincettes, je crois qu'il a quitté ESPN pour devenir maintenant coordinateur assistant à Portland. C'est sa première draft qu'il fait. Il a dit on fonce sur Shaedon Sharpe, apparemment. Donc je veux dire, vous prenez ça comme vous voulez, mais le mec il s'est farci absolument tous les gamins dans tous les sens. S'il met son nez là-dessus et que ça devient une pépite, je laisserai les fans des Blazers confirmer, mais c'est vrai que c'est très intriguant pour nos amis. Très intriguant. Et puis, voilà, Damian Lillard, il a des défauts, hein, Damian Lillard, mais je pense que c'est un gars qui peut être un mentor sans être un mentor forcément ultra vocal et tout machin. Enfin, tu vois, c'est pas forcément un mec qui va te suivre au cul là comme Draymond Green ou d'autres mentors comme ça. Mais je pense que ça peut être un exemple incroyable à suivre, Damian Lillard, en termes d'éthique de travail et tout pour un jeune joueur qui arrive dans la ligue. Et ça, c'est super. Tout à fait. T'as Shaedon Sharpe avec une éthique de travail, attention. Ouais, attention. Bah, c'est tout le projet, hein, c'est ce qui faisait qu'il était numéro 1 avant d'entrer à Kentucky. Voilà. Du coup, je vous remets le petit coup de tableau. Évidemment, les fans des Pacers, vous inquiétez pas, il y a du love sur Bénédicte Mathurin, on en reparlera tout au long de l'été. Pareil pour les Wizards de Johnny Davis. Mais il y a aussi des garçons qui n'ont pas été mentionnés. Alex, dans quel type de vidéo ils pourraient être? Est-ce qu'il y a des franchises qui ont fait des bêtises? Des bêtises. On va pas aller jusque-là parce que c'est pas notre genre, mais on va dire que oui, il y a des gens, on n'a pas surkiffé, quoi. Hein, voilà. Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on dise au revoir et bisous aux gens et on se retrouve dans l'autre vidéo. Ciao, ciao. À très vite. Ciao. Ciao.